Donc, on a plusieurs données qui traitent, plusieurs bases de données qui traitent des statistiques de la justice, données des tribunaux, mais également on a les données policières, deux enquêtes principales, le programme de déclaration uniforme de la criminalité, qu'on réfère, règle générale, aux données policières, également l'enquête sur les homicides, dont je vais parler ensuite. On a également l'enquête sociale générale sur la victimisation, et on a aussi les données sur les services correctionnels. De ce côté-ci, j'en parlerai pas des données des services correctionnels parce que c'est pas accessible, du moins pour l'instant, dans les centres de données de recherche. Donc, je vais me concentrer sur ce qui est accessible pour vous. En commençant par le programme de déclaration uniforme de la criminalité. Juste préciser, moi, je suis analyste à Statistique Canada, donc j'ai surtout travaillé du côté de l'analyse. Donc, c'est un peu l'approche que je vais prendre également pour les données. Donc, je vais présenter les enquêtes, ça va être un aperçu, un survol. Je n'irai pas trop dans le côté technique de la collecte des données, plus me concentrer un peu sur c'est quoi les possibilités. J'imagine que pour vous, c'est essentiellement ce qui vous intéresse aussi. Vous êtes intéressé à analyser les données. Donc, mais évidemment, je vais vous donner une petite base pour pouvoir comprendre les avantages, les limitations de chacune des enquêtes. Donc, la nature du programme de déclaration uniforme de la criminalité, c'est simplement de recueillir des renseignements sur les statistiques des crimes déclarés par la police afin de mesurer la fréquence et les caractéristiques des actes criminels au Canada. Donc, le déclaré par la police ici est assez important. Je vais y revenir quelques fois parce que, bon, vous êtes tous conscients qu'il y a ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité, qui sont les crimes qui ne sont pas déclarés à la police. Et également, les statistiques comprennent ce que la police a jugé comme étant fondé. Également, ça aussi, je vais y revenir rapidement plus tard quand je vais parler plus des limites et avantages de chaque enquête. Donc, les répondants de l'enquête, ce sont les services de police. On extrait les données de leur fichier administratif. Il y a une exception notable à ça, c'est le Québec. Essentiellement, l'exception est technique. Donc, d'un point de vue analyse, vous ne verrez pas beaucoup de différence. C'est tout simplement qu'on passe par le ministère de la Sécurité publique, dans le cas du Québec. Mais essentiellement, le procédé est à peu près le même. On a plus de 1200 services de police. Quand je dis 1200 services de police, ce n'est pas des cas, c'est des postes de police ou détachements. Donc, par exemple, pour la GRC ou OPP, Sûreté du Québec, on a les données pour chaque poste de la Sûreté du Québec. Ensuite, on a les données par services de police municipaux. On a également CN, CP et également la force constabulaire de Terre-Neuve. Donc, essentiellement, on a à peu près une couverture pratiquement à 100%. Et ça couvre une centaine d'infractions, donc à peu près toutes les infractions au code criminel. Une chose qui est intéressante de l'enquête du programme de déclaration uniforme de la criminalité, c'est que c'est un recensement, ce qui procure beaucoup d'avantages, notamment dans l'analyse des petits domaines. Également, il n'y a pas tous ce qu'il peut y avoir au niveau de l'inférence statistique avec les enquêtes ménages. Donc, c'est quand même un assez gros avantage. C'est depuis 62 qu'on recueille les données. Par contre, en 62, c'était des données agrégées. C'était des formulaires papier. Donc, c'était essentiellement des totaux qui étaient envoyés par service de police. Donc, vous conviendrez que ça limite un peu plus les analyses qui sont possibles à faire. Et depuis 1988, on recueille des micro-données qui sont fondées sur l'affaire. Une affaire, c'est ce qu'on va aussi appeler, admettons, un événement. Donc, si vous appelez la police parce que vous avez eu une introduction par infraction, il y a un rapport d'événement qui est fait. L'événement, il va avoir, il peut avoir l'introduction par infraction, mais il y a peut-être aussi du vandalisme, il y a peut-être quelques autres infractions connexes. On base nos comptes sur l'événement, donc qui vont être catégorisés en fonction de l'infraction la plus grave. Donc, dans l'exemple que je donnais, ça serait une introduction par infraction. Ceci dit, on recueille également, du moins, il y a la possibilité de recueillir les autres infractions connexes dans l'événement. Par contre, ce n'est pas rapporté de façon systématique par tous les services de police ni de façon cohérente. Donc, règle générale, vous allez voir que si vous lisez des publications de Statistique Canada, on base la plupart de nos études sur l'infraction la plus grave. Donc, comme je disais, ce sont les crimes signalés à la police et non celle-ci a établi le bien fondé. Je vais juste faire une comparaison entre la DUC 1, donc, qui était le formulaire papier, et DUC 2. Parce que DUC 2, c'est ce qui est accessible ici dans les centres de données de recherche. Mais juste si jamais vous voyez de nos publications, question de comprendre la différence. Donc, comme je disais, DUC 1, c'est un formulaire d'enquête papier. La couverture, maintenant, est rendue à moins de 1%. Évidemment, ça a été variable, puisque quand la DUC 2 est arrivée en 88, c'était à adhésion volontaire et graduelle. Donc, au fur et à mesure que les services de police étaient prêts à adhérer aux microdonnées, il était ajouté à la DUC 2. Sauf que pendant plusieurs années,
disons qu'on était loin du 99% comme c'est le cas actuellement. Maintenant, on a une couverture presque totale, mais même si on recule il y a 10 ans, on n'était pas encore à 99%. Il manquait encore certains services de police assez importants. Là, aujourd'hui, c'est essentiellement des tout petits services de police, souvent des corps de police autochtones. Et donc, DUC 2 aussi, vous allez peut-être voir des fois des différents acronymes. Il y a DUC 2, DUC 2.1, 2.2. Ce qui existe aujourd'hui, c'est la 2.2. Il n'y a pas vraiment de grosses différences entre chacune. Essentiellement, c'est des variables qui ont été ajoutées ou, par exemple, des façons de compter qui ont été un petit peu changées. Par exemple, en 98, on a changé la façon de compter les affaires de vol qualifiées. Mais grosso modo, c'est des petits détails mineurs. Donc, la DUC 1, on l'utilise pour les données historiques. C'est quand on veut reculer jusqu'à 1962. C'est à peu près le seul usage dont on va en faire. En fait, je pense que la DUC 1 n'est même pas disponible dans les centres de données de recherche. Je peux me tromper, je ne suis pas tout à fait au fait de tout ce qui est disponible ici, mais il me semble que non. Donc, la DUC 2, c'est ce à quoi vous avez accès ici. Donc, c'est utilisé pour les caractéristiques des incidents. Donc, la DUC 2 comporte plusieurs variables. Il y a 3 fichiers distincts, un pour l'événement en tant que tel, les événements, un pour les victimes et un pour les accusés. Pour les tendances, par contre, c'est pas idéal. Comme je disais, vu que l'adhésion était volontaire et graduelle, ça peut être difficile de comparer dans le temps, puisqu'on n'avait pas exactement, surtout au niveau national, puisqu'on n'avait pas exactement les mêmes services de police à travers le temps. Maintenant qu'on approche, qu'on est rendu à plus de 99%, dans le futur, ça va sûrement être beaucoup plus facile, mais juste que vous le sachiez, si vous reculez loin, et si vous regardez des fois des publications de Statistique Canada, vous allez voir que quand on regarde les tendances, on recule juste de 4 ou 5 ans, c'est pour cette raison. Et il existe également la DUC 2 agrégée, qui est ce que nous, à Statistique Canada, on utilise pour faire les statistiques officielles. C'est essentiellement une base de données qui fait le pont entre la DUC 1 et la DUC 2. C'est pour permettre de convertir en format DUC 1 et d'avoir des définitions comparables. Donc, c'est ce qui est utilisé pour les statistiques officielles. Donc, si jamais vous utilisez la DUC 2, les microdonnées ici, puis vous n'arrivez pas exactement au compte, au totaux que nous, on publie dans les statistiques officielles, la raison est là. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, DUC 1, comme je le disais, c'est essentiellement pour faire des tendances. Les possibilités sont assez limitées, mais c'est quand même intéressant quand on veut regarder justement dans le temps les principales tendances. C'est ce qui nous permet de dire, par exemple, que depuis le début des années 90, le crime diminue. Et comme vous voyez, on peut reculer jusqu'à 1962. Donc, pour vous donner une indication des différences entre DUC 1 et DUC 2 et DUC 2 agrégé qu'on utilise pour les statistiques officielles, comme vous voyez, le total est à peu près le même. Par contre, les chiffres vont être un peu plus élevés pour les crimes violents et les crimes contre les biens. C'est tout simplement que les définitions à travers le temps ont changé. Certains crimes qui n'étaient pas considérés violents le sont maintenant. Pour donner un exemple, la prostitution va bientôt être considérée, ou peut-être même c'est déjà le cas, va être considérée comme un crime violent, où les victimes sont les prostituées. Non pas je veux nécessairement débattre du bien fondé de considérer certains crimes comme violents ou contre les biens. Habituellement, on suit ce qui va avec le code criminel et c'est également, nous, on prend nos décisions en collaboration avec l'Association canadienne des chefs de police, mais tout simplement pour dire que la définition de crime est quand même mouvante dans le temps aussi. Donc, on en a un bon exemple. Sur la DUC 2, les principales variables, ce qui vous intéresse le plus, évidemment, on a l'âge et sexe de victime et ce qu'on appelle l'auteur présumé. On utilise la notion d'auteur présumé tout simplement parce qu'il peut ne pas avoir d'accusation, surtout au Québec et également en Colombie-Britannique. En fait, ça va vouloir dire que des accusations qui sont déposées ou recommandées. Parce qu'au Québec, comme vous savez, on marche avec les procureurs, c'est la couronne qui dépose les accusations et non la police. Dans d'autres provinces, c'est la police dépose elle-même les accusations. Donc, il peut ne pas avoir d'accusation, mais tout simplement des accusations recommandées. Également, on a la relation entre l'accusé et la victime, s'il y a présence d'armes, quel type d'armes, blessures, les codes d'infraction, évidemment, la date et l'heure de l'infraction, le lieu, la mise en accusation et la date de classement. Donc, date de classement, c'est si l'affaire a été résolue essentiellement. Et la date du rapport. Également, juste faire une petite précision, date du rapport, c'est ce que nous, on utilise habituellement pour définir la date
ce qui rentre dans nos statistiques officielles, c'est en fonction de la date du rapport quand on établit qu'est-ce qui a eu lieu, admettons, en 2014, c'est en fonction de cette date-là. Donc, ça nous permet de faire certaines analyses de ce genre-là. Donc, ici, oui. No, it's really the location. For example, did it happen in a school, in a private residence? We also have a flag. Is it the residence of the victim, the residence of the residence of the accused? So there are multiple categories. From the UCR, no. Many police services provide us with XY coordinates, which will allow us to pinpoint the exact location of both the incident and the accused. I'm not that sure about the accused, but for sure about the incident. However, we have never went through analysis of the quality of this data. So for now, we don't use and we don't release this data. In the past, we have done some analysis at StatsCan with using XY coordinates, but it was special projects that were done in collaboration with the police services. So it was very specific to some police services. If ever you're interested in doing such kind of analysis, you could also go see directly the police services. Some of them will provide you with the data. I think, for example, Sûreté du Québec has a large database with XY coordinates, or at the very least postal codes for many police services in Quebec. So that's also a possibility. Welcome. Non, pas sur la DUC. Non, c'est une des limitations. En termes de caractéristiques sociodémographiques, c'est très limité, c'est âge et sexe. C'est une des limitations. Justement, je vais y revenir un peu plus à la fin quand je vais parler des limitations. Non, mais c'est une bonne question. Parce que c'est une des limites de la DUC, c'est que les variables, comme vous avez vu, ça rentrait sur une slide. C'est sûr, j'ai résumé. On a par exemple, les caractéristiques détaillées du lieu de l'incident, mais c'est quand même assez limité. Mais ça reste qu'on peut faire certaines analyses intéressantes, justement comme l'exemple ici. Donc, juste pour résumer, le graphique qu'on voit, c'est la conduite à effet affaibli. C'est l'analyse qu'on a faite dernièrement. Comparer conduite à effet affaibli par la drogue ou par l'alcool. Donc, c'est un sujet quand même assez d'actualité. Puis, comme vous voyez, ça ne se répartit pas de la même façon dans le temps. Conduite à effet affaibli par l'alcool, c'est beaucoup plus fort les fins de semaine, à l'heure de fermeture des bars, alors que conduite à effet affaibli par la drogue, c'est beaucoup plus stable. Donc, ça révèle quelques enjeux de sécurité publique. Hein. Ça va être plus difficile de faire des barrages, par exemple, qui vont être très efficaces pour conduite à effet affaibli par la drogue. Mais bon, c'est exemple d'analyse qu'on peut faire. Il y en a bien sûr beaucoup plus. Les possibilités sont presque infinies. Donc, vous avez peut-être aussi entendu parler de l'indice de gravité de la criminalité, qui est utilisé dans beaucoup, de plus en plus dans nos publications. Essentiellement, l'indice de gravité de la criminalité, c'est un indice qui rend compte à la fois du volume et de la gravité des crimes, parce que le taux de criminalité, c'est essentiellement le volume. C'est le nombre de crimes divisé par la population. Donc, où ça devient problématique, c'est que surtout, les différents services de police ne vont pas nécessairement toujours déclarer les crimes de la même façon, surtout pour les crimes les moins graves. Par exemple, dans les grandes villes, souvent, il y a des services des agents de règlement municipaux. Donc, les petites affaires comme méfaits, troubler la paix, ne vont pas toujours se retrouver dans les données déclarées par la police, ce qui a pour effet de, disons, diminuer l'ampleur de la criminalité, du moins à partir du taux de criminalité, surtout pour les grandes villes. Je vais vous montrer un graphique qui est assez parlant à ce sujet-là. Et il y a aussi le fait qu'on a des fois tendance à croire que dans les grandes villes, entre autres, il y a plus de crimes graves, des homicides, des vols qualifiés. Donc, de tenir compte à la fois de la gravité et du volume peut être une meilleure mesure pour comparer les différents services de police. Donc,
ça a été mis en œuvre en 2009, mais on a calculé les indices de gravité jusqu'à partir de 98. Et donc, ça a été fait à la demande du milieu policier, comme je disais, pour combler les lacunes du taux traditionnel dont je viens de faire mention. Donc, essentiellement, de la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque infraction est pondérée en fonction des sentences rendues par les tribunaux, en excluant évidemment les valeurs aberrantes. Donc, par exemple, un vol qualifié va peser beaucoup plus lourd qu'une affaire de troubler la paix. Comme vous voyez ici, on a le calcul qui inclut la proportion qui ont eu une peine et le nombre moyen, la sentence moyenne qui a été imposée. C'est ce qui détermine le poids. Donc, comme vous voyez, il va le qualifier beaucoup plus important. Donc, comme je le disais, le taux, c'est le volume. L'indice, c'est le volume et la gravité. Une nuance quand même qui est importante à comprendre, c'est pas parce que l'indice de gravité augmente que la gravité des crimes en soi augmente. Il peut juste aussi avoir une augmentation très importante du volume. Donc, des fois, il y a des interprétations dans les médias qui ne sont pas toujours parfaites. Vous allez entendre les crimes graves sont en augmentation. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il pourrait y avoir moins d'homicides, moins de vols qualifiés, mais s'il y a beaucoup, beaucoup plus de petites affaires de voies de fait et de méfaits, l'indice pourrait quand même augmenter. Donc, parce qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le volume et la gravité, qui est le poids moyen, si on veut, la gravité qui influe sur l'indice. Donc, pour donner un exemple de ce que chaque crime peut représenter dans un indice ou l'autre, l'indice de gravité des crimes, les vols qualifiés, qui est un des crimes violents les plus graves, va compter pour 27 alors que les voies de fait simples pour 9 Là, je dois avouer que je n'ai pas noté l'année. Ça peut varier, évidemment. Là. Je me souviens plus, mon exemple est tiré de quelle année, mais bon, c'est quand même dans ces eaux-là. Alors que pour le taux, les vols qualifiés comptaient pour cette année-là 6 alors que les voies de fait simple représentaient 41 Donc, on voit que dans le taux, les voies de fait simple ont une importance assez considérable par rapport aux vols qualifiés, alors que vols qualifiés peuvent peut-être être un peu plus représentatifs de ce qui est vraiment la criminalité, du moins la nature de la criminalité dans un endroit donné. Donc, par province, vous pouvez voir que ça fait quelques changements, entre autres au Québec. Au Québec, l'indice de gravité est plus élevé que le taux. Donc, c'est probablement justement un cas où au Québec, on rapporte un peu moins les crimes moins graves, ou il y en a moins, du moins. On les calcule également pour les régions métropolitaines de recensement. Donc, on fournit les indices. Est-ce que ça pourrait être au niveau des services de police? C'est une très bonne question. Plus petit que ça, je ne sais pas. Ben, du moins, ça serait possible de faire le calcul, évidemment. On se base sur les peines, donc c'est question d'appliquer les indices, la valeur, les poids au crime. Donc, la possibilité est là. Nous, on ne le fait pas systématiquement. On le fait au niveau des régions métropolitaines et des provinces et du pays. Mais la possibilité est évidemment là parce que c'est un calcul finalement relativement simple. C'est tout simplement de multiplier chaque infraction par les poids et ensuite de diviser par la population. Donc oui, la possibilité est là. Donc, comme je disais, ça peut avoir une influence assez importante, notamment dans les grandes villes. Ici, un tableau qu'on a fait quand on a créé l'indice, justement. Vous voyez que la ligne en haut, c'est l'indice de gravité de la criminalité violente à Toronto, pour le service de police de la ville de Toronto. Et plus bas, donc, la ligne avec les petits triangles pleins, la ligne rouge, c'est le taux de crimes violents. Donc, vous voyez qu'au niveau du Canada, on a fait en sorte, évidemment, que ça se ressemble quand on les met sur une même ligne comme ça. Mais vous voyez que pour Toronto, c'est beaucoup plus haut. Donc, justement, c'est un exemple que dans les grandes villes, souvent, les crimes les moins graves sont peut-être moins enregistrés, vont être gérés par des agences des services de règlement municipaux. Donc, ce qui a tendance à faire diminuer le taux de criminalité comparativement justement à l'indice de gravité. Donc, ici, juste encore une petite répartition plus à jour de l'indice de gravité des crimes pour juste votre information personnelle. Et comme je disais, on le fait par région métropolitaine. Donc,
bonne nouvelle, sachez que c'est sous la moyenne canadienne pour toutes les régions métropolitaines québécoises. Donc, maintenant, j'en ai aux avantages et désavantages de la DUC. Avantage principal, comme je le disais, c'est un recensement. Donc, souvent, ça va être la seule base de données, les seules données accessibles pour des choses très, très spécifiques. Par exemple, si on est intéressé aux agressions sexuelles de niveau 3 qui ont eu lieu dans le nord du Québec, il n'y a pas d'autres enquêtes qui peuvent nous donner l'information, sauf les données policières. Quoique encore là, je dis nord du Québec, mais les données ne sont pas très bien déclarées par les services de police du Nord. Mais disons, pour des régions géographiques très limitées ou des crimes très spécifiques, assez rares, si vous voulez utiliser par exemple les crimes de terrorisme, il y en a une cinquantaine au pays par année. Vous ne pourrez pas y arriver avec une autre enquête que les données policières. Et aussi, ça fait plus de 50 ans qu'on recueille les données, donc il y a moyen de reculer en arrière, évidemment avec les limites, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des caractéristiques précises, on ne peut pas reculer 50 ans, mais quand même, ça peut être intéressant si vous êtes intéressé juste à voir l'évolution du taux de criminalité, ça peut être utile. Dans les désavantages et limites, ben, comme on l'a mentionné tantôt, les caractéristiques et les variables sont assez limitées. Donc, évidemment, on ne peut pas aller dans beaucoup de détails. Et l'autre gros désavantage, c'est que c'est les données déclarées par la police. Donc, comme on l'a vu, c'est sensible aux pratiques policières. Ça peut être le fait que certaines villes ont recours à des services de règlement municipaux, mais ça peut être aussi simplement en fonction également des priorités des services de police, surtout les infractions comme prostitution, conduite à faculté affaiblie, infractions liées à la drogue, ça va être beaucoup influencé par est-ce que le service de police en question a décidé qu'il mettait le paquet pour renforcer ces règles, ces lois-là. Également, il peut y avoir différentes interprétations des fois d'un service de police à l'autre. On fait beaucoup d'efforts pour former les services de police. On a un employé dans notre division que sa principale tâche, c'est de faire le lien avec les services de police. On les rencontre fréquemment. Il y a du matériel de formation, mais ça reste que des fois, il peut y avoir des petites interprétations aussi qui vont être différentes d'un service de police à l'autre. Il y a évidemment les affaires qui ne sont pas signalées à la police. Si ça n'a pas été signalé, on peut pas ça ne rentre pas dans les données. Ça va être problématique pour certains crimes, par exemple l'agression sexuelle, qui est très rarement signalée à la police. Et il y a également les affaires que la police a considérées comme non fondées. Vous avez peut-être entendu parler, on a moins entendu parler au Québec, mais il y a eu Globe and Mail il y a quelques semaines qui avait fait un article qui démontrait que plusieurs victimes d'agressions sexuelles, justement, voyaient leur plainte jugée non fondée par la police. À ce moment-là, ça ne se retrouve pas dans nos statistiques. On le recueillait autrefois, mais comme tous les services de police ne le déclaraient pas ou s'est déclaré de façon incohérente, on a fini par arrêter de le recueillir et publier. On va recommencer bientôt parce que justement, vu toute l'attention qu'il y a autour de l'agression sexuelle ces derniers temps et de la façon dont c'est géré par la police, c'est une donnée qui a sa valeur. Donc, on va faire en sorte que ce soit recueilli de façon cohérente à l'avenir. Mais bon, sachez que, entre autres, pour les bases de données qui sont disponibles en ce moment dans les centres de données de recherche, ça exclut les crimes qui sont non fondés, qui ont été jugés non fondés par la police. Donc, si vous êtes intéressé aux données, ben, comme je l'ai dit, c'est disponible dans les centres de données de recherche. Et il y a également les tableaux CanSim sur le site de Statistique Canada où on a plusieurs données, surtout pour tout ce qui est les statistiques officielles. Donc, on a évidemment les taux, les chiffres pour chaque infraction, pour chaque service de police, région métropolitaine, province, également le nombre d'accusés. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations qui est disponible déjà sur CanSim sans avoir à vous déplacer au centre de données de recherche. Évidemment, il y a les rapports de Statistique Canada, essentiellement le Juristat. Et il existe aussi ce qu'on appelle l'employé réputé. Donc, il est possible de venir à Statistique Canada même, travailler sur les lieux. C'est un peu plus complexe, mais je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'est une autre possibilité également qui existe. Est-ce qu'il y a des questions?